À 260 km de Tahiti, 16 km de Raiatea, Bora, diminutif familier que lui donnent ses amis, est une petite île de 10 km de long sur 4 km de large, rendue célèbre par la beauté saisissante de son lagon et de ses îlots, mais également par l'arrivée des Américains pendant la dernière guerre. Bora Bora est un volcan écartelé, vieux de 3 à 4 millions d'années, plongeant dans un immense lagon à une seule passe. Son sommet culminant se trouve être le mont Otemanu avec ses 727 mètres. L'île portait autrefois le nom de Vavao, qui désigne encore un des groupes du nord des Tonga. Bora est peuplé aujourd'hui d'environ 4300 habitants. Son chef-lieu, village principal, étant Vaitapé. Vie, quoi, 45 ans. Toute une vie, oui. Et beaucoup de livres en effet, une cinquantaine, c'est-à-dire à peu près un par an depuis la guerre. Alors, une chose qui est paradoxale, justement, c'est que vous avez écrit énormément sur l'Arctique et l'Antarctique, donc des territoires relativement froids. Et depuis 30 ans, vous habitez à... Mètre par mètre carré, minute par minute, et sou par sou, il y a 2 ans, le cyclone Vassa a tout détruit. Il a fallu tout recommencer. Et je dois dire que si tout s'est bien passé, c'est grâce au courage de Colette, parce que elle aurait pu tout aussi bien, et moi aussi d'ailleurs, dire bon ben tout est foutu, terminé, il faut tout recommencer. On n'a pas envie de recommencer, pas du tout. C'est elle qui a dit bon ben on recommence. Puisqu'on parle de temps, est-ce qu'il y a des aventuriers de notre ère, de l'an 2000, qui vous fascinent? Ce qui me fascine, en plus du fait qu'il y a des gens qui, heureusement, savent encore ce que c'est que l'aventure, et il y en aura encore beaucoup, car l'aventure n'a pas de fin. Ce qui me fascine davantage, c'est, davantage peut-être pas, mais enfin ce qui me fascine énormément, c'est qu'en l'espace d'une dizaine d'années, les techniques de l'aventure ont fait des progrès extraordinaires. Et je regrette vivement de ne plus être physiquement capable de faire l'expérience, par exemple, du parapente. Ça, j'aurais bien voulu faire du parapente. Il n'y a pas que le parapente, il y a beaucoup d'autres techniques de l'aventure. Alors le 21e siècle, c'est-à-dire d'ici à peine quelques années, sera un siècle, à mon avis, très difficile. Je ne suis pas du tout d'accord avec Malraux qui disait que ce sera un siècle mystique. Je pense que ce sera un siècle difficile à tout point de vue, mais surtout en ce qui concerne les hommes, ce sera un siècle de très grande aventure planétaire. Les hommes devront s'habituer à vivre ensemble, et ça, c'est une énorme aventure. Quel doit être, selon vous, l'héritage à laisser aux générations futures? Ça m'amuse cette question parce que l'héritage, d'abord un héritage, c'est pas les générations futures. Les générations futures reçoivent l'héritage.
L'héritage, c'est les vieux crabes comme nous qui leur donnent ce dont ils héritent. C'est donc notre responsabilité à nous, comme dit mon ami Cousteau, de leur transmettre aux générations futures une terre vivable. C'est capital. Et nous n'en prenons pas le chemin. Pour le faire, il faudrait réagir de façon drastique et profonde dès maintenant et non pas dans quelques 10 ou 15 ou 20 ans, mais tout de suite. Et votre message pour cette protection de l'environnement aussi bien sur Terre que sous l'eau? Ah ben, vous savez, la Terre, c'est tout. C'est à la fois la Terre, comme vous dites, c'est-à-dire là où les hommes vivent, c'est la mer. Il ne faut pas oublier que les 2/3 de la surface terrestre, pas en volume, mais en surface, c'est de l'eau, où vivent la plus grande partie des êtres vivants, et qui commencent à être évidemment pollués. Alors c'est aussi ça, et c'est tout l'ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les différentes parties de ce qui forme la terre sur laquelle nous vivons. Quand on parle de terre, on a toujours l'impression qu'il s'agit de terrain, alors qu'en réalité il ne s'agit pas de terrain, il s'agit de cette toute petite boule de rien du tout qui circule à 300 mètres secondes à l'intérieur de notre galaxie, qui est la Voie lactée. Il s'agit de cette toute petite boule sur laquelle nous sommes peut-être les seuls, probablement pas, mais jusqu'à nouvelle recherche et découverte, nous sommes les seuls êtres vivants à être conscients, c'est-à-dire des hommes. Le trou dans la couche d'ozone est-il un vrai ou un faux problème, et la fonte des glaces qui s'en résulte? Alors, ce sont deux choses différentes. D'abord, le trou dans l'ozone, c'est probablement un vrai problème, mais probablement moins grave qu'on le dit. On a découvert ça il y a seulement quelques années. Peut-être parce que, et peut-être uniquement, parce qu'on ne faisait pas des observations avant. Le trou dans l'ozone au-dessus de l'Arctique, et qui se développe, paraît-il, ou qui vient au-dessus des régions tempérées, il existait peut-être avant. C'est un problème, sans aucun doute, mais peut-être moins grave qu'on le dit. Le réchauffement de l'atmosphère ne provient pas de là. Le réchauffement de l'atmosphère vient de l'accumulation du gaz carbonique, du CO2, qui fait ce qu'on appelle l'effet de serre. Là aussi, c'est probablement moins grave qu'on ne le pense, parce que dans l'étude des archives de l'histoire climatique du monde, dans les déserts de glace de l'Antarctique ou sur la calotte glaciaire du Groenland, des forages que nous, Expédition polaire française, nous faisons maintenant depuis 30 ans, dans ces archives, nous découvrons que la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère a beaucoup changé au cours de ces 50 ou 100 dernières années, et qu'il ne semble pas que ça ait eu une conséquence catastrophique. Et enfin, pour conclure, personne ne peut dire pour l'instant si les glaces fondent ou s'ils ne fondent pas. Après toute cette discussion, est-ce que vous auriez une phrase de conclusion? Elle me paraît évidente parce qu'elle est récente. Elle est récente aussi par la prise de conscience que l'on en a. À savoir que les hommes ne sont plus isolés chacun dans leur petit coin, et qu'ils font partie d'une seule race, l'Homo sapiens sapiens. Le petit noir des forêts africaines, le grand blond des pays scandinaves, c'est la même race, c'est pareil. Il n'y a pas de différence de race. De race, s'entend. Ma conclusion, c'est que les hommes doivent réaliser qu'ils font partie d'une même race, d'un même groupe, que leur intérêt est le même quel qu'il soit, c'est-à-dire il faut qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience de ce que j'appelle la planétarisation de l'homme. L'homme à l'échelle de la planète et non plus à l'échelle de son petit village.
il doit garder dans son village le sens qu'il appartient à ce village, mais en même temps qu'il appartient au monde tout entier.